Paris, and all that jazz. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bonsoir à tous. Bienvenue au Pâté Convention pour, j'allais dire, cette avant-première, mais cette séance spéciale autour du film Napoléon. Séance spéciale, pourquoi? Parce qu'on a un invité exceptionnel ce soir qui vient venir là, juste en début de séance, nous parler de son livre. Alors, l'écrivain, je vais le présenter, Lars van Blom. C'est un écrivain belge d'expression néerlandaise. Je vous rassure, il parle français. Il a fait des études de philologie romane, études de langue, de culture. Il est passionné pour l'histoire et la culture de la France et il a d'ailleurs consacré plusieurs livres à notre culture française. Vous le connaissez peut-être pour certains parce qu'il a écrit le best-seller Les Téméraires, premier ouvrage qui a été traduit en français et qui est paru dans plusieurs pays européens, et ça a été un véritable succès littéraire puisqu'il s'est vendu en tout à plus de 350 000 exemplaires, dont 50 000 exemplaires dans sa version française. Le sujet traitait des ducs de Bourgogne, histoire un peu méconnue. Et puis, l'auteur en a tiré ensuite un seul en scène. Il est en tournée actuellement avec ce seul en scène. Et il y a aussi un podcast sur le livre qui est un grand succès avec plus de 5 millions de téléchargements. En octobre 2023, il sort chez Flammarion, le livre Napoléon, l'ombre de la Révolution. Et donc, vous comprenez bien sa présence aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir l'auteur Lars van Blom. Ça a été la présentation. Très bien. C'est très bien. Tout était exact. Pas d'erreur historique. Oh là là. Peut-être on va en avoir quelques-unes ce soir. J'espère après notre entretien. Alors du coup, peut-être avant de se lancer directement dans la contestation du film de Lescott, on va rester soft. Ouais. Non mais déjà en fait, pourquoi vous avez décidé d'écrire et de passer d'une saga un peu méconnue sur le duc de Bourgogne à cet emblème que tout le monde connaît, qui est Napoléon? C'est une bonne question, parce que les Téméraires, c'est l'histoire vite fait des ducs de Bourgogne qui ont créé les plats pays. C'est le berceau de ce qui deviendra la Belgique et les Pays-Bas. C'est-à-dire que moi, Belge et néerlandophone, et même les Belges francophones, nous sommes inexplicables sans les ducs de Bourgogne. Sans les ducs de Bourgogne, chers Français, vous n'aurez pas eu vos blagues belges. C'est un héritage européen géopolitique d'envergure sans pareil. Et donc, en effet, là, on peut dire que, quand j'écris sur les Téméraires et les ducs de Bourgogne, je me trouve dans l'angle mort de l'historiographie française. J'occupe le terrain. Tandis que là, avec Napoléon, je me risque, j'entre dans un terrain qui est très occupé, peut-être trop occupé. On peut en discuter. Pour moi, c'est une espèce de master-proof, épreuve magistrale. En tant qu'écrivain, est-ce que j'étais capable de regarder Napoléon dans les yeux sans détourner le regard? Et il faut s'ajouter à ça que je suis belge, néerlandophone, un flamand, donc, et que je n'ai pas été bercé par l'épopée napoléonienne depuis ma plus tendre jeunesse. La plupart des auteurs qui parlent de Napoléon, souvent c'est des hommes. Il y a quelques bonnes exceptions féminines, heureusement, mais c'est souvent des hommes d'un certain âge qui, depuis toute leur vie, sont fascinés par Napoléon. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai quasiment commencé à la case zéro. Je me suis donné quelques années pour saisir l'époque et son personnage phare. Voilà. Alors, donc, j'ai lu le livre et effectivement, je m'attendais au début à un essai très universitaire, très universitaire, mais en fait, pas du tout. Ça se lit comme un roman. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à le lire. Et si vous n'avez pas encore acheté le livre, la librairie, le divan est toujours présent à nos côtés pour aller en haut. Elle est toujours présente à nos côtés pour ce genre d'événement. Et donc, on va vous laisser après la discussion 5 ou 10 minutes pour aller acheter éventuellement le livre et profiter aussi de votre présence pour quelques dédicaces pour
Un plaisir. Personnes qui sont friands de dédicaces. Et donc, du coup, ce n'est pas rédigé comme un essai historique très académique, ça se lit comme un roman, mais déjà, pourquoi vous avez souhaité ce style d'écriture et est-ce que tout est vrai néanmoins dans ce livre? Oui, c'est la question qu'il faut se poser aussi avant le film. Est-ce que tout est vrai? Mais justement, quand j'ai engagé cette aventure, je me suis donné un double défi. Et d'abord un défi de forme formelle, en effet. Je ne voulais pas écrire une énième biographie classique de Napoléon. On a d'un côté, on a les livres universitaires qui sont très riches. Et je les adore, je les ai lus, ils m'ont beaucoup enrichi, mais qui sont parfois un peu ardus à la lecture. Et de l'autre côté, de l'autre côté du spectre, on a les romans historiques que j'adore, qui m'ont bercé dans ma jeunesse, les Alexandre Dumas, les Maurice Druon, les Michel Zévaco. Alors, le petit test, il y a quelqu'un qui connaît Michel Zévaco dans la salle? Pardaillan, ça vous dit quelque chose? C'est quand même, c'est un de vos grands auteurs d'il y a un siècle, qui est né à Ajaccio, d'ailleurs, tout comme Bonaparte. Et si vous ne détestez pas trop les points de suspension et les points d'exclamation, vous pourrez passer un très beau moment avec Michel Zévaco. Et donc, entre ces deux-là, pour les Téméraires et pour Napoléon, j'ai choisi une troisième voie, et c'est la voie de ce que j'ai intitulé moi-même, de l'épopée scientifique. C'est-à-dire que moi, je veux écrire, et aussi lire d'ailleurs, mais je vais écrire des romans, des livres d'histoire qui se lisent comme un roman, mais où tout est vrai, où rien n'a été inventé. Donc, c'est-à-dire, si Napoléon il a mal au ventre, il a mal au ventre. C'est pas romancé. S'il pleut, il pleut. Mais quand il parle, il y a une note pour indiquer où j'ai trouvé ce qu'il a dit. Donc, il n'y a rien d'inventé. Je veux écrire un livre d'histoire, comme pour citer votre grand auteur Georges Perec, un livre d'histoire qui se dévore à plat ventre. Mais ce n'est pas que ça, il faut à côté, il faut quand même aussi un défi de contenu, il faut une idée. Je ne voulais pas, et ça c'est un peu le problème, si je peux dire, avec Ridley Scott, qui a choisi de faire un biopic, c'est-à-dire de raconter, il veut tout faire. Et c'est Mission Impossible, en 2h40, je crois, même en 500 pages. Donc je me suis dit, il y a des livres de Napoléon qui sont... il y a des livres sur ses chapeaux, sur ses chaussures, sur ses femmes, ses chevaux. Il y a même un livre consacré aux zizi de Napoléon, qui, paraît-il, c'est une légende, mais il y a un Anglais qui a fait un bouquin dessus, que le zizi de Napoléon a été enlevé à Sainte-Hélène, qui a fait le tour du monde, qui a été mis aux enchères chez Christie's, que 35 000 $, c'était la base. Cette somme n'a pas... On n'a jamais atteint cette somme, et donc le zizi n'a pas été vendu. Et le lendemain, il y avait des journaux britanniques qui faisaient leur une avec « Not tonight, Josephine ». Moi, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est les Anglais, évidemment. Et donc, il y a de tout. Mais par exemple, juste pour vous donner une idée, parce que je peux bien vous dire, le 17 décembre 99, excusez-moi, Bonaparte est légèrement indisposé parce qu'il a bu trop de café. Ou encore, le 21 février 1806, je vais faire comme ça parce que sinon je n'y arrive pas, un excentrique entre en trompe dans sa loge à l'opéra. Ça, j'aime bien cette scène. Donc, c'est quelqu'un qui entend dans la loge de Napoléon, qui s'agenouille devant l'empereur, qui dit « Majesté, je suis amoureux de l'impératrice Joséphine, qui est à côté de Napoléon. » Et Napoléon qui répond « Monsieur, je crois que vous devez chercher une autre personne de confiance. » C'est drôle, mais tous ces détails, alors encore un dernier détail, le 5 septembre 1808, l'empereur manque de trébucher sur une bande de lapins. Bon, mais c'est des détails incroyables qu'on sait parce qu'il y avait une fête au château de Grosbois, Berthier, un de ces hommes très importants, et il organise une chasse aux lapins pour l'empereur. Et il va vérifier s'il y a assez de lapins dans son bois, dans sa forêt. Non. Donc il achète 1000 lapins. Imaginez-vous, Berthier, il achète 1000 lapins, mais il se trompe, il achète 1000 lapins domestiques, pas sauvages. Donc quand Napoléon et sa suite entrent dans ce bois, tous ces petits lapins viennent soliment vers l'empereur qui manque trébucher sur un lapin. Il y a quelqu'un qui le note, et moi je peux vous le dire aujourd'hui. Pour tout résumer, toute cette surabondance d'informations sur Napoléon, sur le col d'Aubisque, dans les Pyrénées, il y a une plaque
et en lettres dorées, c'est marqué 8 août 1808, Napoléon a peut-être pissé ici. Ça le dit tout. Il y a trop d'infos sur Napoléon. Donc moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Donc j'avais besoin d'un fil d'Ariane pour ne pas me perdre dans ce labyrinthe napoléonien. Alors je l'ai trouvé dans la Révolution. J'ai décidé de regarder Napoléon à travers le prisme, à travers le trou de serrure fascinant qu'est la Révolution française. Et ça m'oblige, enfin, ça m'évite que je dois raconter chaque bataille dans le détail. Ça devient ennuyeux pour l'écrivain et pour, je crois aussi pour le lecteur. Donc je peux faire des choix et je suis donc la ligne fascinante de la Révolution qui est le fil rouge de mon livre. Enfin, ça me permet au début, Napoléon, 1789, au début il est souvent en Corse. Il fait quelques va-et-vient en France, mais au début de mon livre, il est un petit point, il est dans les coulisses. Ça me permet de raconter la première génération de Napoléon, les Mirabeau, les Lafayette, deuxième génération Danton et Robespierre, troisième génération Tallien et Barras. N'oublions pas Fouché, Talleyrand qui vont se manifester, que vous allez rencontrer dans le film aussi, qui deviendront plus tard les deux accoudoirs du trône impérial de Napoléon. Et donc, ça, c'est très intéressant pour moi d'un point de vue de l'écrivain, d'un point de vue narratif. C'est un puzzle narratif où il y a parfois Napoléon, mais puis je reviens à la Révolution, puis Napoléon qui revient. Et ce puzzle, c'est un plaisir de d'écrire. Et j'espère que je transmets aussi ce plaisir au lecteur. Après, il vient en France. En 93-93, assez vite, il va devenir quelqu'un d'important. Le siège de Toulon, qui est aussi dans le film, il devient général. Il va sauver la Révolution 1, 2, 3 fois. Il fait le coup d'État le 18 Brumaire. C'est un coup d'État sans verser du sang, c'est quelque chose. Et alors après, ça devient doucement de plus en plus compliqué avec Napoléon. Moi, je dis toujours, s'il était mort avant le sacre, il serait devenu votre Washington. Il serait votre père de la patrie. Et maintenant, avec tout ce qui vient après, avec toutes les guerres, c'est très très compliqué. On peut le résumer avec une petite devinette. Faisons une devinette, une anagramme. Alors, donc, petite concentration. Et c'est une devinette qui en dit long sur Napoléon. Quel anagramme peut-on former avec les lettres qui se trouvent dans Révolution française? Je vous donne 7 secondes. C'est pas bon. Je vais pas vous laisser chercher, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver quelque chose. Mais c'est la Révolution française, anagramme, un Corse la finira. Et le jour où j'ai trouvé ça, j'ai senti descendre une lueur de génie sur moi. Mais pas pour longtemps, parce que j'avais trop vite compté, j'avais mal compté. Il y a 4 lettres qui manquent. Mais quelles sont les 4 lettres qui manquent? C'est le V, c'est le O, c'est le T, c'est le E accent aigu. Voter. Et c'est justement très révélateur parce qu'en plein empire, la voix du peuple, la voix des hommes politiques, la voix des artistes, des écrivains, la voix de la presse, des journalistes, toutes ces voix sont muselées et manquent cruellement, tout comme dans cet anagramme qui est certes une anagramme ratée, mais historiquement parlant, l'anagramme la plus révélatrice que je connaisse. Imaginez-vous si on avait eu une presse qui fonctionnait, avec des hommes politiques qui pouvaient peser sur le pouvoir, on aurait peut-être pu éviter les désastreuses campagnes d'Espagne, de Russie, et surtout cette campagne complètement inutile de Waterloo, qui est intéressant pour les écrivains qui viennent après, mais qui n'avait strictement aucun sens. Et donc, on peut donc se poser la question, la révolution qui est très importante pour Napoléon. Napoléon, s'il était né en 1669 au lieu de 1769, on n'aurait pas eu cette conversation. On ne viendrait pas regarder ce film. Parce que sans la révolution, pas de Napoléon. Mais sans Napoléon, on aurait eu une révolution. L'ombre de cette révolution plane toujours sur le personnage. Et doucement, vers la fin de mon livre, on peut se poser la question qu'il ne devient pas une ombre, peut-être même une pâle ombre de cette révolution. Effectivement, sans la révolution, pas de Napoléon, ça fait partie des phrases chocs que vous répétez, que j'ai pu relever dans vos interviews. J'en ai aussi 2 autres que j'aimerais bien vous inviter à commenter. Vous parlez de Napoléon en disant que c'était le parrain des fake news.
Oui, ça c'est un élément. Et ça, je trouve, on va voir un film, et dans ce film, il y a des erreurs historiques. C'est pas grave, je trouve. Et, ok, vous allez voir Marie-Antoinette et Napoléon sur la même place, ça n'a pas eu lieu. Il ne cherche pas à Waterloo, il n'a jamais rencontré Wellington en personne, etc., etc. Je pense à Alexandre Dumas qui dit « J'ai violé l'histoire, on a eu de beaux enfants, je crois que ce film n'est pas un beau bébé. » Il manque quelques étincelles créatives. La scène la plus réussie du film, c'est un film complètement fantasmé. Elle est plutôt vers le début du film. Je ne vais pas tout trahir parce que vous allez, j'espère, avoir quand même un peu de plaisir. C'est une scène où on voit un cheval mort, on voit Napoléon et il y a un boulet de canon. Je ne vous dis pas plus, mais cette scène est complètement fantasmée et il y a ces mots grandioses de Napoléon qui dit « It's for mother ». J'imagine qu'en France, tout est doublé. Donc ici, il parle comme un Français, Napoléon. C'est doublé ou non? Non, on a le film en VO ce soir. Ah, c'est en VO, pardon. Donc c'est un It's for Mother. Et là, on voit vraiment, c'est inventé, mais on voit le clan corse, l'importance de la mère. Enfin, fake news. Autre scène du film, pour parler de ça, autre scène du film, c'est le sacre. Le sacre, c'est une scène qui a été décrite des milliers de fois. Moi aussi, je me suis posé la question, comment est-ce que je vais le faire de façon originale? J'espère que vous allez le découvrir dans mon livre. J'ai essayé de le faire quand même différemment. Mais dans le film, il a opté clairement pour Jacques-Louis David, la plus grande peinture qui est au Louvre. J'y étais il y a 3 semaines avec ma fille qui a 9 ans. Elle disait, mais papa, dit is echt het grootste schilderij dat ik al in mijn hele leven heb gezien. Ça, c'était du néerlandais où elle exprimait vraiment son étonnement devant cette énorme peinture. On sait que la mère de Napoléon n'était pas présente. Vous allez voir que Napoléon, elle est présente dans le film, parce que Napoléon a demandé à David de la mettre au milieu de la tribune d'honneur. Et c'est juste un petit détail, il n'en fait rien, c'est dommage, parce que c'est tout Napoléon. Il veut changer la vérité à sa sauce. Ça, c'est juste un détail. Mais par exemple, quand on voit la propagande à son plus grand art, c'est aussi Jacques-Louis David, c'est la peinture la plus connue qu'on ait de Napoléon. Vous voyez Napoléon sur son cheval qui se cabre sur le col du Grand Bernard, avec son signe, il fait un signe de victoire. Dans le rocher, il a fait graver Hannibal, etc. C'est-à-dire qu'il veut vraiment se mettre dans la Champions League de l'histoire tout de suite. La vérité, c'est une peinture de 1948, donc bien plus tard, où on voit l'empereur enveloppé de couverture sur un petit mulet, tremblotant de froid, qui très difficilement monte ce col dans la neige. Donc, tu vois, il change dans ses bulletins de guerre, il va mettre en avance plus son rôle que certains d'autres. Kellerman, par exemple, à Marengo, qui a été très important, il va amoindrir son rôle. Il va rendre hommage à des sexes qui le sauvent, mais des sexes sont morts. C'est facile de louer quelqu'un qui est mort. Il fait ça très, très habilement, et le plus grand coup de com', c'est évidemment la mémoriale de Sainte-Hélène. La mémoriale de Sainte-Hélène, là, il est KO sur le tapis, il est loin, au fond de l'Atlantique, allez à Sainte-Hélène. C'est magnifique. Surtout après, vous pouvez frimer, parce qu'il y a très peu de gens qui y sont allés. Et c'est vraiment beaucoup plus joli que Napoléon et Chateaubriand l'ont suggéré. Mais on n'a pas de temps de parler de ça. Il est là, et il va donc écrire, il va dicter le mémorial. Il périt en chef de guerre. Il va gagner l'éternité en tant qu'écrivain, écrivain qui dicte. Et là, il va même réussir à imposer son regard. Il meurt en 21, 1800, puis en 23, c'est le mémorial qui va être publié, c'est le best-seller du siècle, un des best-sellers du siècle, et tout à coup, il arrive à faire rêver les Français qui ont eu des temps très durs sous lui, les dernières années de l'Empire. Ah, c'était pas la gloire, on était content que ce soit fini. Et là, on oublie un peu. Les Bourbons qui sont arrivés n'ont pas donné grand-chose à la place, et il y a quelque chose de très important pour comprendre le succès de Napoléon, la nostalgie. La nostalgie, il y a la patine de la nostalgie qui va se mettre sur Napoléon. Et Kundera le dit très bien que la nostalgie peut tout changer, peut tout éblouir, peut tout émerveiller, virgule, même la guillotine. C'est ce qui se passe avec Bonaparte. Là, il y a la génération la plus importante de l'histoire qui va en plus, les Hugo, les Dumas, etc., qui vont puiser dans l'épopée napoléonienne. Et là, ce cocktail fait boum. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est lui qui manipule en quelque sorte la vérité. Et c'est
c'est là qu'il nous parle, c'est là qu'il est le roi du mensonge attractif, c'est l'empereur de la propagande, c'est le parrain des fake news, ça c'est peut-être un slogan, mais quand même, c'est ce Napoléon qui nous parle, parce que c'est justement d'actualité. Et cette problématisation de l'aspect de Napoléon est complètement absent dans le film. Vous parliez du sacre tout à l'heure, et d'ailleurs vous avez dit, et encore, je suis convaincu que Napoléon aurait dû mourir avant son sacre. Oui, ça aussi. Je viens de le dire qu'en effet, c'est vrai qu'il aurait pu être votre Washington, et vous auriez eu des rues Napoléon partout. Il n'y en a pas beaucoup en France finalement. Hein. Il y a une rue Bonaparte à Paris, on a l'avenue des Maréchaux, etc. Mais Napoléon est assez absent dans les noms de rues, même dans le nombre d'écoles, à côté des Jeanne d'Arc ou Saint-Exupéry ou Victor Hugo. Je crois qu'il y a 2 écoles en France, une ou 2 écoles où il y a une référence à Bonaparte. C'est très peu finalement. C'est vrai que l'héritage de Napoléon est compliqué. Et cet héritage aussi, on en parle très peu dans le film. Parce que il y a d'un côté, c'est ça ce que j'ai constaté, comment notre regard a changé. En 2014, quand j'ai sorti mon livre, j'étais sur les plateaux de télé chez nous, et il nous disait, allez Bart, raconte encore Waterloo, est-ce qu'il était vraiment petit, etc. Et puis, on me critiquait parce que j'avais fait un livre un peu critique, quand même ça va, je trouve, c'est plutôt de bon sens, je crois, mais il y avait des amis de Napoléon dans la presse belge et néerlandaise qui disaient que j'avais écrit un livre vilain à propos de Napoléon. Quelques années plus tard, en 21, le bicentenaire de sa mort, je suis encore sur un plateau télé, et là, j'ai tout de suite d'autres questions. Des questions genre, alors, monsieur Van Loo, mais qu'est-ce qu'il a fait pour les vaccins? On était en plein Covid. Et alors, l'esclavage, c'est vrai qu'il a rétabli l'esclavage. Tout à coup, ça devenait Black Lives Matter. Puis, et les femmes, MeToo. Les femmes, c'est vrai que c'est un macho corse. Dans le mémorial, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il attend de la femme Napoléon? Il attend la beauté et la soumission. Point. En cas d'adultère, le code civil qui est quand même l'héritage le plus positif et le plus important de Napoléon à l'échelle internationale, le mot code civil ne tombe pas dans le film, mais dans le code civil, il est stipulé qu'en cas d'adultère, une femme, on peut l'envoyer dans une maison de correction pendant quelques semaines, voire quelques mois. Un homme doit payer une amende. Et là, je dis ça, mais je dis en même temps, ok, et en Belgique, on a dû attendre 1947 avant que les femmes puissent voter. On n'était pas vraiment mieux que lui ou que l'époque. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait incendier sur Twitter par des gens plus beaux, sans doute, qui disent, mais pour qui se prend-il de défendre Napoléon? Donc en 2014, j'étais le vilain. En 2021, je suis critiqué parce que je le défends. Tout cela, ce que je veux dire, c'est que la nuance, elle n'existe plus. On attend de moi, parce que j'ai écrit un livre sur Napoléon, le verdict moral définitif. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était méchant? Mais je vous dis que c'est impossible. L'historiographie n'est pas un logiciel de comptabilité morale dans lequel on peut introduire tous les éléments positifs ou négatifs, puis appuyer sur return et tu as le solde négatif ou positif. Imaginons qu'on puisse créer une balance morale historique. Alors, il faut mettre d'un côté le code civil, chef-d'œuvre de l'humanité, tout court, et de l'autre côté, les millions de morts des guerres napoléoniennes. Ben, cette machine, elle va exploser. On doit arrêter de se bouger pour Napoléon ou contre Napoléon et assumer, accepter cette ambivalence qui est typique pour toutes les grandes figures historiques, et l'assumer et l'accepter. Et je crois que cette ambivalence, qui est peut-être le sous-titre caché de mon livre, est quelque chose dont Napoléon est l'exemple type. Ah. Oui, vous pouvez. Pour se diriger tranquillement vers le film, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire ce qu'on appelle un précédemment ou previously, comme on dit en VO, qu'est-ce qu'a fait Napoléon juste avant le film, pourquoi il en est là et d'où il vient?
Ah, je veux dire, le Napoléon qu'on voit au début du film. Voilà. Sans qu'on va trahir Sans l'histoire. rien Trahir, du tout. à la fin, il meurt, il va mourir. C'est vrai que là, quand même, il y a un certain respect de l'histoire. Non, on va le voir au début, c'est la décapitation de Marie-Antoinette, on le voit. Elle est décapitée en 93, 93. C'est le moment où il est plus ou moins arrivé en France, mais il n'était pas là, évidemment. Et donc, ce que Ridley Scott veut nous suggérer, c'est voilà, on a la Révolution, et il y a Napoléon, et je crois qu'il veut suggérer que c'est Napoléon qui veut arrêter la folie de guillotine. Mais c'est une suggestion qu'il faut lire, parce qu'il n'est jamais problématisé ou dit. Et après, on va suivre Napoléon, et c'est plus ou moins scène de bataille, scène avec Joséphine, scène de bataille, scène avec Joséphine, scène de bataille, scène avec Joséphine, et ça pendant 2h40. Mais les scènes de bataille sont très très bien faites. Bon, heureusement que vous n'êtes pas critique de film. Non, il n'y mais là- a pas eu beaucoup de monde ce soir, mais là, c'est bon, on a fermé la porte, vous êtes là pour 2h30, vous avez interdiction de sortir. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on... Alors, on va laisser encore 5-10 minutes pour les personnes qui souhaitent acheter le livre Voilà. et pour redescendre de cette discussion avant de se lancer dans la Révolution française. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'accueil en France. Tout d'abord, Flammarion, qui prend le risque de faire traduire un livre sur Napoléon du néerlandais. Ça doit être, je crois, le premier. J'ai rencontré Jean Tullard, et avec lui, on disait que ça doit être peut-être le premier livre sur Napoléon en français traduit du néerlandais. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose. Moi, je suis devenu en m'abreuvant de la culture et de l'histoire et de la chanson et de la gastronomie française. Et maintenant, déjà, il y a 2 bouquins, grâce à Flammarion, de ma patte, qui sont dans les librairies françaises, qui actuellement, on les trouve de Groningue jusqu'à Ajaccio. Et c'est un grand bonheur. Et c'est vrai que j'ai dédicacé quelques livres d'avance pour que ça aille vite, quoi. Hein. Oui. Donc s'il y a peut-être 2-3 personnes qui aimeraient avoir le livre, c'est possible. Les 2 livres, Les Téméraires et Napoléon de la Révolution. Merci beaucoup. Merci encore aussi à la librairie Le Divan, qui est partenaire avec nous sur l'événement, qui est juste en haut pour certaines personnes qui veulent faire des petites emplettes avant le début du film, et puis on lance le film d'ici 5 minutes. Et je vous souhaite une très bonne séance. Et à très vite.